Voilà, donc Bezrat Hashem, là on va commencer aujourd'hui le DAF P Vav. P Vav. Donc on en était à la Mishnah, donc quatrième ligne de la page. Là on va commencer justement la fameuse Sugia. On va débuter un petit peu à toucher le sujet de Matan Torah, du lien de Matan Torah, en traitant le sujet de la polétette Shirvat Zera. Donc vous allez voir un petit peu quel est le rapport. La Mishnah elle commence tout de suite en nous disant Minaïn les polétette Shirvat Zera bayom ashlishi shehit mea. Il faut corriger, il y a marqué shetehe, mais il faut corriger shehit mea. Alors d'où sait-on que la femme qui est polétette Shirvat Zera, ça veut dire quoi qui est polétette Shirvat Zera? Ça veut dire que une femme qui a eu une relation avec son mari, donc à un moment, si elle a un rejet du zéra du mari, d'accord, donc là, la femme, elle devient tméa. Alors bien entendu, comme on avait déjà parlé, la femme elle est tméa au moment où elle est méchette avec le mari, au moment où elle a une relation, et aussi, elle peut être tméa par la suite, même si finalement, elle avait déjà été au milieu pour se rendre théora de la relation qu'elle avait eue avec le mari, mais que par la suite, elle a eu un rejet de zéra du mari, d'accord? Donc, il y a du zéra, la semence du mari qui est sortie du corps de la femme. Donc là, la femme, elle a le statut de ce qu'on appelle poletet shirvat zera. Et poletet shirvat zera, donc elle est tméa. C'est un petit peu le même statut qu'un balkéri. Autant qu'un homme qui a un écoulement, de la même façon qu'un homme qui a un écoulement, il est tamé. Pareil, une femme qui est poletet shirvat zera, elle est aussi tméa, puisque justement le fait qu'elle a fait sortir, enfin qu'elle a rejeté cette semence, bah, elle a été en contact avec cette semence-là, donc finalement elle est comme un balkéri. Maintenant, nous dit la Mishnah que la poletet shirvat zera, il faut savoir que c'est quand que la femme elle est tméa, c'est seulement à partir du moment où le zera il peut potentiellement être mazria, c'est-à-dire qu'il peut donner fécondation, il est fécondable. Si le zera il a déjà moisi et qu'il n'est plus fécondable, alors là le zera il ne rend pas tamé la femme. Donc là, à partir de quand on considère que le zera il n'est plus fécondable parce qu'on considère qu'il était masriach, c'est-à-dire qu'il a moisi. Donc d'après ce que nous dit la Mishnah ici, c'est à partir du quatrième jour. Par contre, le troisième jour, celle qui est polet shirvat zera bayom ashlishi, elle est tméa. Elle est tméa ce jour-là. D'accord? Donc d'où sait-on cette chose-là qu'une femme qui est polet shirvat zera, elle est tméa? Alors nous dit la Mishnah, on apprend ça du Inyan de Matan Torah, justement, où il y a marqué dans Matan Torah, lorsque Moshe Rabbeinu il a demandé aux Bnei Israël de se séparer de leur femme, il leur a dit soyez prêts les Shloshat Hayamim pour après le troisième jour. Les Shloshat Hayamim, c'est-à-dire soyez prêts pendant 3 jours. Faites 3 jours de préparation. C'est-à-dire que pendant 3 jours, vous allez vous séparer de vos femmes. Donc, du fait qu'il a dit que pendant 3 jours, vous allez vous séparer de vos femmes pour que le quatrième jour, je viens de donner la Torah, ça veut bien dire ici que, en réalité, tant que la femme, elle a potentiellement un rejet de semence du mari, même s'il y a 3 jours qui sont passés, ben c'est encore tamé. Ce sera seulement à partir du quatrième jour que ce sera tahor. Et ça, on va voir finalement que c'est une discussion dans les Tanaïm plus loin. Très bien. Alors, continue la Gemara, continue la Mishnah. Ça, c'est la première halakha. Alors, la première halakha qui est citée dans la Mishnah, c'est justement ce qu'on vient de dire que la poétesse shirvat zera, bayom ashlishi, elle est tméa. Ça, on apprend du fait qu'il y a marqué vayun echonim lishloshet hayamim. Maintenant, autre halakha que nous donne la Mishnah. Donc, on va voir finalement que. Enfin, on verra dans la Gemara. La Gemara va détailler un petit peu ce sujet-là. Minaïn, deuxième halakha, donc qui n'a rien à voir cette fois-ci. Donc, comme on avait expliqué, tout le pérec il est composé de minaïn. D'accord? Donc là, maintenant, on voit une autre halakha. Minaïn, shemarchitzim et hamila bayom ashelishi shichal liot beshabbat. D'où sait-on qu'on a le droit de laver la mila? Alors, on va voir que finalement, c'est de laver le tinok carrément. D'où sait-on qu'on a le droit de laver le tinok le troisième jour de la brit mila? Si jamais le troisième jour de la brit mila, il tombe Shabbat. Alors, vous allez me dire quel est le problème de laver le tinok, en quoi c'est un problème de laver le tinok, mais les Mefarshim, ils expliquent, donc comme ça il y a marqué dans le Meiri, comme ça il y a marqué dans le Rambam, dans le Purusha Mishnayot,
que, en fait, la chaleur de la Mishnah ici, c'est de savoir qu'on peut carrément prendre de l'eau et de la chauffer si on n'a pas d'eau chaude. D'accord? De prendre de l'eau et de la chauffer pendant Shabbat pour le Tinok, le Yom HaShelishi, parce que le Yom HaShelishi, c'est un jour qui est un jour de Pikuach Nefesh. Alors ça, on va expliquer aussi, enfin, normalement, on va aussi en parler un petit peu, mais en tout cas, le troisième jour de la Brit Mila, c'est un jour de Pikuach Nefesh. Alors, Rashi, lui, ici dans la Gemara, il dit que en fait, le troisième jour, c'est aussi un jour où l'enfant il est en danger. Donc, du fait qu'il dit un Lachon aussi, que c'est aussi le troisième jour, c'est machma dans Rashi, qu'en fait, c'est pas comme ce qu'on a l'habitude de dire que le troisième jour, c'est le jour où le Tinoch il est le plus malade. C'est machma qu'en réalité, le premier jour, aussi, le premier jour va die, le deuxième jour va die, le troisième jour, c'est aussi, donc on a besoin de nous préciser que même ce troisième jour-là, c'est aussi un jour où il y a un danger pour le Tinoch. Et d'où on apprend ça, nous dit la Mishnah, on apprend ça. Hein. Donc dans l'histoire avec les gens de Shrem, lorsque Shimon et Lévi ont fait le fameux coup pour tuer les gens de Shrem, il y a marqué que le troisième jour, lorsqu'ils étaient souffrants, et boum, ils les ont tués. Alors, et le Meiri, il explique, il dit, d'après Rashi, qui dit que finalement, c'est pas seulement le troisième jour qui sont faibles, même le premier et le deuxième. On vient juste nous dire que même le troisième, ils sont faibles. Alors, il explique le Meiri pourquoi, d'après ça, Shimon et Lévi ont attendu le troisième jour pour les tuer, les gens de Shrem. Si vraiment déjà le premier et le deuxième, c'était déjà des jours où ils étaient affaiblis, ceux qui avaient fait la Brit Mila. Alors, il explique, le Meiri, et il dit qu'en fait, ils hésitaient, en fait, Shimon et Lévi à le faire. Et quand il arrivait le troisième jour et qu'ils savaient qu'à partir du quatrième jour, bah, ils allaient commencer à reprendre des forces, alors ils ont vu que le troisième jour, c'était le dernier jour où ils étaient affaiblis, donc ils ont décidé, donc finalement ils ont pris la décision finale de tuer les gens de Shrem. Très bien, la Mishnah continue, elle te dit, Minaïn, maintenant un autre sujet aucun rapport, d'où sait-on que Minaïn chez Koshrin, les Shonit Shel Zahorit, Berosh Sha'ir HaMishtaler. D'où sait-on que il y avait un petit bandeau qu'on accrochait sur le Seir HaMishtaler qui était à base d'une laine qui était teinte en rouge et en fait qui blanchissait en fonction de si les Bnei Israël avaient reçu la kapara ou pas. Alors d'où sait-on qu'il y avait cette laine-là? La shot chez donc c'est une retsoa qui était en laine, qui était coloriée en rouge. Donc d'où c'est donc qu'il y a cette chose-là sur la tête du Sirem Shtaleach, donc le jour de Kippour, et qui blanchissait. Et donc c'était un siman que le Akash il avait été mochel au Israël. Chez Neymar, il y a marqué dans le passage dans Yeshaya, Im yu chataechem kashanim kashe legal binu. Si vos fautes sont comme tachées comme la couleur rouge, et ben moi je l'effacerai et je la blanchirai comme de la laine. Donc de là, on apprend, on voit un Natsmarta, que en fait, il y avait cet événement-là qui se passait, à savoir qu'à Kadosh Baruch Hu, il faisait un miracle, que la laine qui était rouge sur la tête du Seir la Azazel, elle tournait au blanc. Très bien. Dernière halakha de la Mishnah cette fois-ci. Minaïn les sicha shiikeshtia beyom akipurim. D'où sait-on que le fait de s'enduire avec une huile, ce serait comme interdit autant que de boire à Yom Kippour. Et que de la même façon qu'à Yom Kippour, on n'a pas le droit de boire, pareil, on n'a pas le droit de s'enduire avec de l'huile ou à tout produit cosmétique qu'on mettrait sur la peau. Alors d'où sait-on cette chose-là? Même si c'est vrai que ce que je t'apporte, ce n'est pas vraiment une preuve, mais c'est quand même un zecher, quelque chose qui va un petit peu te donner une asmarta, un remède, une allusion. Chez Neymar, comme il y a marqué dans le passou, Vatavo chamayim bekirbo vechashemen beatzmotav. Il y a marqué que ça va venir comme de l'eau et comme de l'huile sur tes os. Donc on voit qu'il y a une comparaison entre l'eau, a priori l'eau c'est pour boire, et l'huile qui est enduite sur la peau. Donc de cette comparaison qui est marquée dans les Shaya, on voit ici un remède et une asmarta au fait que la sicha, le fait de s'enduire, c'est interdit autant que de boire. Très bien. Donc voilà, donc ça c'est une halakha importante. Bon, après, il y a une marloquette dans les Rishonim qui est connue par rapport à ça, c'est est-ce que Bémet, l'interdiction de s'enduire, elle est seulement par rapport à Yom Kippour, par rapport à l'interdiction de Yom Kippour. Là, on va dire que le fait de s'enduire avec de l'huile
ce sera interdit autant que de la boire. Mais par contre, quelle est la halakha si tu prends par exemple un savon qui est fait à base de choses qui sont interdites, par exemple de graisses interdites? Est-ce que ça s'appelle comme si tu as mangé les graisses interdites ou pas? Parce que tu me dis que de s'enduire, c'est comme si tu la buvais. Ça, c'est une grande marloquette dans les Rishonim. Bon, c'est une marloquette qui dépend de plusieurs choses. Dans la halakha, il y en a qui sont mekilim, il y en a qui sont marmirim. Bon, c'est un grand sujet dans la halakha. Le Mishnah Berurah, je crois qu'il rapporte que le minag il est d'être mekel, mais bon. En tout cas, c'est un sujet, c'est une marloquette dans les Rishonim, ça, c'est ce qui est sûr. Dans la halakha, après, c'est rapporté que les deux avis sont rapportés aussi. Très bien, ça c'est la Mishnah. Maintenant, on va attaquer la Gemara. La Gemara, elle nous dit que Reisha Delo Kirabi Lazar Ben Azaria, Seifa Kirabi Lazar Ben Azaria. Donc la Gemara dit apparemment il y a un problème dans notre Mishnah parce que d'un côté, la Reisha, elle ne va pas comme Rabbi Lazar Ben Azaria. Parce qu'on va voir juste après que Rabbi Lazar Ben Azaria, lui, il pense que c'est le troisième jour. Encore une fois, on reprend le premier cas de la Mishnah. Où on avait dit dans le premier cas de la Mishnah que celle qui poletait Shirvat Zera, ben, ce Shirvat Zera, il l'a entamé même le troisième jour. Alors que Rabbi Lazar Ben Azaria lui dit que non, le troisième jour, ça la rend déjà plus tamée. Donc on voit ici que la Recha, elle ne va pas comme Rabbi Lazar Ben Azaria. Alors que la Sefa, elle va comme Rabbi Lazar Ben Azaria, la Sefa de la Mishnah, qui parle de l'histoire du lavage du Tinok. On va voir que cette histoire de laver le Tinok le troisième jour de la Brit Mila, c'est un enseignement qui a été dit on va voir plus dans le période de Rabbi Elazar de Mila, mais ça a été dit par Rabbi Elazar Ben Azaria. Hop là, Mechila. Donc la Gemara, elle te dit ici que apparemment il y a un problème, c'est que d'un côté, on te dit que la Recha va comme Rabbi Elazar Ben Azaria et la Sefa, elle va comme la Recha ne va pas comme Rabbi Elazar Ben Azaria, Mechila, et la Sefa va comme Rabbi Elazar Ben Azaria. Donc la Gemara, elle explique et elle dit que finalement, déjà elle va expliquer c'est quoi l'histoire de Rabbi Elazar Ben Azaria. Recha de lo Rabbi Elazar Ben Azaria, Vesefa qui Rabbi Elazar Ben Azaria. Dehi qui Rabbi Elazar Ben Azaria, parce que si tu veux me dire que la Recha va comme Rabbi Elazar Ben Azaria, bah c'est faux, parce que à Torah Shamanale, nous on a entendu que Rabbi Elazar Ben Azaria lui pense que la femme qui est polétette le troisième jour, celle qui a rejeté de la semence le troisième jour après l'accouplement, bah elle est Théora d'après Rabbi Elazar Ben Azaria. Alors, donc a priori, la Recha et la Sefa n'ont pas comme le même avis. Maintenant, on nous dit l'agma ici que Mandelo Mouke Ketanae Tana Recha Teora ou Moukela le Kula qui Rabbi Elazar Ben Azaria. Donc il y a une machloket qui est rapportée dans Baba Metzia, Rashi rapporte l'agma dans Baba Metzia, Shinsuga dans Baba Metzia. Il y a une fameuse machloket, est-ce que lorsqu'on a une Mishnah qui a l'air qui est un petit peu problématique et qu'on a deux possibilités pour expliquer cette Mishnah, soit de dire, par exemple, il y a la partie de la Recha de la Mishnah, elle a l'air de dire un enseignement et la Sefa, elle a l'air de dire autre chose. Alors là, il y a deux façons d'arranger les choses. Soit une première façon en disant que finalement, la Recha, elle va comme un avis et la Sefa va comme un autre avis. Donc c'est un petit peu d'orak de dire que la même Mishnah, elle a une partie de la Mishnah qui va comme un avis, une partie de la Mishnah qui ne va pas comme le même avis. Donc ça s'appelle Etmokim Ketanae, interpréter la Mishnah comme une marloquette Tanaïm, de dire que la Mishnah, elle va comme deux avis. Et il y a une autre façon de voir les choses, c'est de préférer dire que le texte de la Mishnah, il n'est pas juste, et apporter une correction et transformer le texte de la Mishnah afin justement de pouvoir rester sur le même avis. Donc ça, c'est une marloquette qui est rapportée dans l'Agma dans Baba Metzia. Et donc là, l'Agma, elle nous dit ici, en fonction de cette marloquette, ça va dépendre. Si nous, ça nous dérange tellement que ça, de dire que la Recha ne va pas comme Rabbi Elazar Ben Azaria, et la Sefa, elle va comme Rabbi Elazar Ben Azaria, alors finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va corriger la Recha, et au lieu de dire que le troisième jour, la femme, quand elle va perdre de la semence du mari, elle va être tméa, on va dire qu'elle va être théora, et donc on va réinterpréter la Mishnah comme Rabbi Elazar Ben Azaria. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Mandelo Mouké Ketana est celui qui n'aime pas interpréter une Mishnah comme de Tanaïm différents. Tana Recha Théora, donc lui il va corriger dans la Recha, il va dire que la femme elle est Théora. Moukela les Kula qui est Rabbi Elazar Ben Azaria, donc finalement il ira entièrement à Mishnah comme Rabbi Elazar Ben Azaria. Mokim Ketana est celui à qui ça ne dérange pas d'interpréter la Mishnah comme une machloket Tanaïm, de dire que la Recha elle va comme un certain Tana et la Sefa elle va comme un autre Tana. Alors lui, Recha Rabanan, Sefa qui est Rabbi Elazar Ben Azaria. Alors lui effectivement il dira que la Recha va comme Rabbanan et la Sefa va comme Rabbi Elazar Ben Azaria.
Alors, la Gemara nous rapporte maintenant cette fameuse marloquette entre Rabbanan et Rabbi Elazar ben Azariah. C'est une braïta. Tanoura Rabbanan, il y a marqué dans la braïta. Poletet shirvat zera bayom ashlishi. Une femme qui va perdre de la semence du mari le troisième jour après l'accouplement. Donc, dans ce cas-là, Théora, le troisième jour, divrei Rabbi Elazar ben Azariah. D'après Rabbi Elazar ben Azariah, c'est Taor, le troisième jour. C'est seulement les 2 premiers jours que c'est tamé. Mais le troisième jour, c'est Taor. Rabbi Shmael Omer, Rabbi Shmael lui te dit, Peamim shehen arba onot. Peamim shehen chamesh onot. Peamim shehen shesh onot. Te dit non. Lui, Rabbi Shmael, en réalité, comme ça s'expliquait dans Rashi, qu'en réalité, lui, il est complètement en désaccord. Il pense que le troisième jour, le Zera, il est encore tamé, donc un petit peu comme notre Mishnah. Maintenant, lui te dit, donc, à partir du moment où le troisième jour, le Zera, il est tamé, et qu'en réalité, c'est selon les jours que le Zera est tamé. C'est-à-dire que, imaginons, par exemple, prenons un exemple où la femme a été avec son mari le Yom Revi. D'accord? Le Yom Revi. Donc, si la femme elle a été avec son mari le soir du Yom Revi, donc là, ça veut dire que l'El Revi, donc prenons l'El Revi. L'El Revi, ça veut dire mardi soir. Mardi soir. Donc, finalement, cette femme-là, quand est-ce que le Zera qu'elle va être pour les têtes, il va être Tahor. Donc, il y aura mercredi qui va être une journée entièrement tamée, jeudi qui est une journée entièrement tamée, et c'est seulement et le troisième jour aussi, donc mercredi, jeudi, et vendredi qui est aussi entièrement tamé. Donc finalement, combien de onot alors ce qu'on appelle une ona, c'est soit le yom, soit le laïla. Ce qu'on appelle ona, c'est soit yom, soit laïla. Donc combien de onot maximum il va y avoir avant que le zera il soit tahor? Il va en avoir 6 puisque 3 jours. Dans chaque journée, il y a 2 onot. Donc là, on a 6 onot. Par contre, si jamais, imaginons par exemple la femme, alors le mari il a été avec la femme pas le mardi soir, mais il a été avec elle le mercredi matin, par exemple. Donc là, finalement, il y aura une ona en moins. Ben, ce sera que 5 onotes. Et s'il est avec elle mercredi soir, donc juste avant qu'on passe au jeudi, donc là, finalement, il y aura que 4 onotes. Donc c'est ce que nous dit ici la Braïta, c'est que d'après Rabbi Shmuel, à partir du moment où lui, il considère qu'il faut 3 yamim, 3 jours pour que le Zera il moisisse et qu'il ne devienne plus tamé, ben finalement ça peut aller jusqu'à 6 onotes et ça peut faire un minimum de 4 onotes. C'est ce qu'on nous dit ici. Permim shen arba onotes, des fois c'est 4 onotes pleines, des fois c'est permim shen chamesh onotes, des fois c'est 5 onotes. Par exemple, si jamais elle avait été méchamesh, on avait dit au début du jour du mercredi, et permim shen shesh onotes, des fois c'est 6 onotes. Si par exemple elle avait fait depuis le mardi soir, elle avait été méchamesh le mardi soir, donc là effectivement, ce sera 6 onotes, puisque ce sera que le vendredi soir que ça commencera à devenir Tahor. Ça, c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Et Rabbi Akiva Omer, le Olam Chamesh. Lui, il considère que Rabbi Akiva, il est un petit peu en accord avec Rabbi Ishmael de dire que le troisième jour, c'est Tamé. Mais il est en désaccord avec lui de dire que ça peut aller, que des fois, à partir de 4 onotes, c'est Tahor. Lui, il te dit non. Et on verra, on va apprendre juste après, que lui considère qu'à partir du moment où, tant qu'il n'y a pas eu 5 onotes, donc jour, nuit, jour, nuit, jour, ou alors nuit, jour, à l'inverse, quoi. Donc tant qu'il n'y a pas eu 5 onotes, ben, le zera, il est tamé. Maintenant, ve'im yatzta miksat ona rishona, notnim la miksat ona shishi. C'est-à-dire que si, en réalité, lui considère que si jamais il y a une partie d'une ona qui est déjà sortie, c'est-à-dire que par exemple, elle n'a pas été méchamechette au début de la ona, par exemple, disons que la ona c'est le début de la nuit, elle a été méchamechette plutôt vers la fin de la nuit. Donc finalement, en fonction de ça, on décalera aussi la dernière ona et on prendra un petit peu de la 6e ona, de telle sorte à ce que ça fasse, en termes d'heures, ça fasse la quantité de 5 onotes pleines. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva qui considère que le zera, il est métamé pendant 5 onotes pleines. Donc finalement, pour récapituler, dans cette braïta-là, on voit qu'il y a 3 avis. Il y a l'avis de Rabbi Elazar ben Azariah qui lui considère que c'est 2 jours, pendant 2 jours seulement, le zera il est tamé, le troisième jour c'est tahor. Il y a Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva qui considèrent que c'est 3 jours, à la différence que Rabbi Akiva lui considère que c'est 5 onotes quoi qu'il arrive, alors que Rabbi Ishmael, d'après lui, ça peut être 4 onotes, ça peut être 5 onotes, ça peut être 6 onotes. Le Icar, c'est qu'il y ait 3 journées qui soient passées. Très bien. Donc là maintenant on va voir, l'Agma va expliquer par rapport à une autre marloquette qui existe entre Rabbi Yossi et Chachamim.
Donc, il y a une autre marloquette concernant le Zman de Matan Torah. À partir de quand est-ce que les Bnei Israël se sont séparés de leurs femmes avant Matan Torah? Donc, d'après Chachamim, on va voir, c'est que ça s'est passé le Yom Chamishi. Donc, comme on va voir, le Matan Torah, c'est sûr que ça a été les Shabbat. D'après tout le monde, Matan Torah, c'était à Shabbat. Maintenant, à partir de quand les maris se sont séparés de leurs femmes? D'accord? Donc, il y a la Vitra Khamim qui considère qu'ils se sont séparés Beyom HaChamishi, donc c'est-à-dire le jeudi. D'après Rabbi aussi, c'était Beyom HaRevi. D'accord? Maintenant, d'après tout le monde, quoi qu'il arrive, donc, comme je t'ai expliqué, donc le Matan Torah, c'était à Shabbat. Et les femmes, elles se sont trempées au mikvé, donc pour ne pas arriver à un problème de Touma par rapport à la plitat de Shirvat Zera, quoi, pour les Shirvat Zera. Et ils se sont trempés Belel Shabbat, de telle sorte que le Shabbat matin, hein, ils pouvaient recevoir la Torah. Et comme on va expliquer plus tard dans la Gemara, c'est qu'on ne pouvait pas attendre jusqu'au Shabbat matin pour aller se tremper, puisque ça ne se faisait pas qu'il y en ait certains qui se levaient pour aller, enfin, qui se levaient, ils ont veillé, mais en tout cas qui se dirigeaient vers le Matan Torah et d'autres qui allaient se diriger vers le mikvé. Donc en fait, le mikvé, ils l'ont fait le vendredi soir, et après le Shabbat matin, ils ont été tous ensemble pour recevoir la Torah. Maintenant, l'Agma, elle explique, elle te dit, tout de suite, elle pose une question, Amroua, Rabanan, Kame, de Rav Papa. Les Chachamim ont dit ça devant Rav Papa. Mais Amrela, il y en a qui disent que c'est Rav Papa qui a posé la question à Rava. Il lui a posé la question suivante. Il lui a dit, je comprends bien, hein, d'après Rabbi Elazar ben Azaria, Bishlama Rabbi Elazar ben Azaria, je comprends bien. Lui, à partir du moment où il considère que le troisième jour, le Zera, il est Tahor. Donc, je comprends bien que dans la marloquette que je vous ai dit juste avant, entre Rabbi aussi et Rabbanan, donc il y a la fameuse marloquette entre Rabbi aussi et Rabbanan, est-ce que les maris se sont séparés des femmes, donc le jour du matin de Torah, le Yom Hamishi ou le Yom Revi? Donc, je comprends bien. D'après Rabbi Ben Azaria, ils pensent comme Rabbanan. Donc, ils se sont séparés de Yom Hamishi. Et donc, en se séparant de Yom Hamishi, il y avait suffisamment de jours pour qu'arrivant Shabbat, les femmes aient le temps de se tremper le vendredi soir. Et donc, c'est fini, elles sont plus de puisque, comme on a expliqué, donc s'il y a 2 jours, donc il y a Hamishi et Shishi, Venigma. Hamishi, Shishi, donc Shabbat, c'était Tahor. Ça, c'est ce que nous dit l'Agmara. Mais par contre, Rabbi, alors ce que nous dit l'Agmara tout de suite là. Bish, la Rabbi Ben Azaria, lui, il pense comme Rabbanan. D'Amre Bachamisha Avid Prisha, qui considère que c'était le 5e jour que David Prisha, le 5e jour que ils se sont séparés de leurs femmes avant Matan Torah. Maintenant, d'après Rabbi Ishmael, lui qui dit que c'est 3 jours, donc je comprends bien, il peut très bien aussi aller comme Rabbi aussi, qui avait dit que c'était Beyam Revi, que les maris se sont séparés de leurs femmes. Maintenant, la question, elle est Dama Barba Avid Prisha. Et là, Rabbi Akiva, lui, pense comme qui Rabbi Akiva? Keman, comme qui il pense? Il pense ni comme Chachamim, ni comme Rabbi aussi, parce que lui, à partir du moment où il dit qu'il faut qu'il y ait 5 onotes, donc on ne s'en sort pas. Pourquoi? Comme qui ça va? Alors moi, il dit non. Rabbi Akiva peut très bien penser comme Rabbi aussi, et qu'en fait, il faisait la prisha depuis le Yom Revi. Alors maintenant, pourquoi comment ça s'arrange avec Rabbi Akiva? L'Olam qui est Rabbi aussi, Dehamar. Non, l'Olam qui est Rabbi aussi. Et en réalité, comment il s'arrange? Kedamar Avadabarava. En fait, finalement, on va aller d'après l'enseignement de Rav Adabarava. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné Rav Adabarava? Que Moshe, Be'ashkama Yarad. Moshe Rabbeinu, lui, tout le temps, quand il montait au Har Sinaï, il montait le matin tôt et il redescendait le matin tôt. Soit il allait dans la même matinée, il redescendait très tôt, il montait, il redescendait vite fait, ou soit c'était le lendemain ou le surlendemain ou un autre jour, il revenait Be'ashkama. Mais tout se passait, les moments où il est monté dans la montagne, où il est descendu de la montagne, ça s'est passé Be'ashkama. Maintenant, la Gemara, elle explique, elle te dit. Donc, en quoi ça nous explique? Déjà, la porte des psukim. Be'ashkama, il montait toujours au matin, au petit matin. Dire Tivayashkem Moshe Baboker Vaya aller à Sinaï. Il s'est levé le matin pour aller au Sinaï. Be'ashkama Yarad, et aussi il se levait, il descendait le matin, hein, d'où on sait, du fait qu'il y a marqué Lech Red Ve'alita Ata Ve'aronimach. Il y a marqué que tu monteras et tu descendras. Donc on voit que la montée et la descente sont mis l'un à côté de l'autre pour faire un Aikesh entre les deux. Mais Kishirida le Aliyah, Ma Aliyah Be'ashkama, Afirida Be'ashkama, de la même façon qu'on a vu sur le passage de Fourage qu'il montait l'Arsina et Be'ashkama. Alors pareil aussi, la Yerida, elle se faisait le matin. Et donc finalement, en quoi ça répond à la question? C'est pour nous dire que quand est-ce que Moshe Rabbeinu a ordonné aux Bnei Israël de se séparer de leurs femmes? Ça s'est fait le Yom Revi au matin. Donc Yom Revi au matin,
finalement, ça veut dire qu'il y a, il y a la Rona de réveil matin. Donc, il n'y avait pas la Rona de réveil soir, puisque ce n'était pas le réveil soir, c'était le réveil matin, puisque tout se passait Bashkama. Réveil matin. Après, les deux Onot de Hamishi et les deux Onot de Shishi. Donc, on retrouve bien les 5 Onot de Rabbi Akiva. Donc, ça veut dire que le matin, d'après Rabbi Akiva, le matin, Moshe Rabbeinu a eu besoin de dire au Bnei Israël, n'allez pas ce matin avec votre femme. Donc on a la question, elle pose tout de suite la question. C'est que normalement, on ne va pas avec sa femme en journée. Alors la elle te dit, pourquoi il a eu besoin de leur préciser. Vea Maravuna, pourtant Ravuna lui a dit que Israël Kedoshim Hen, le Ham Israël ils sont Kedoshim. Ve'el Mesham Shimitoten Bayom, et ils ne vont jamais avec leur femme en journée. C'est pas de sniout d'aller avec sa femme en journée. Elle te dit, non, sur ça, on a déjà une possibilité, on a déjà une solution. C'est possible d'y aller la journée, à condition que tu te mets dans une situation d'obscurité. Ah, Marava, Imaya Bait Afel, Moutar, que si jamais la chambre était obscure, c'est autorisé. Ou alors, autre chose que Rava, il a dit, Amarava, Veitema, Rav Papa, Talmit Racham. Un Talmit Racham, c'est un Talmit Racham, c'est quelqu'un qui est de Sanoa, dans le sens où il est de Sanoa, c'est-à-dire que lui, il ne va pas trop regarder. Donc lui, il peut carrément, même si jamais il n'est pas dans une pièce qui est sombre, mettre un drap par-dessus lui et Ma'afil Betalito ou Moutar, mettre un drap au-dessus de lui et ce sera autorisé donc, de faire le tashmish. Donc voilà, donc c'est à partir du moment où il y a des possibilités, des solutions pour faire le tashmish même en journée, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a eu besoin, hein, même en journée, le matin du mercredi matin, de leur dire Al Tigeshu Alisha, n'allez pas avec votre femme. Et donc on retrouve bien, comme on a expliqué, les 5 onot. Maintenant, on continue, elle te dit Veha Tvule Yom Ninu, ça revient à dire finalement que les Bnei Israël, ils étaient Tvulium. Alors c'est quoi Tvulium? Tvulium, c'est une personne qui a été au mikvé. Donc à partir du moment où elle a été au mikvé, elle a été rendue, elle a été purifiée, le fait d'avoir été au mikvé, de la plus grande partie de sa touma. Mais en réalité, elle est encore tméa un petit peu, à un petit degré. Donc, ils disent, il y a marqué dans les Mishnah, dans le volume, que c'est le niveau de l'équivalent du Sheni. C'est comme si ils sont Sheni, c'est-à-dire comme si à la base, lui, il était Avatuma ou était Rishon Atuma, il devient l'équivalent de Sheni. Et donc, finalement, vu qu'il est l'équivalent de Sheni, il ne peut rendre tamé que de la Trouma ou que des Kochim. D'accord? Ça, c'est le statut de Tvulium. Le statut de Tvulium, donc la dit, donc là, si les femmes, elles se trempaient le vendredi soir et qu'ils ont reçu la Torah le Shabbat matin. Donc finalement, ils sont Tvulium, puisque pour pouvoir perdre ce statut de Tvulium, il faut attendre le Erev Shemesh. Il faut attendre le coucher du soleil du lendemain. Donc s'ils sont trempés vendredi soir, il fallait attendre le coucher du soleil de Shabbat pour que les femmes ne soient plus Tvulium. Donc finalement, ça veut dire qu'ils ont reçu la Torah alors qu'ils étaient un petit peu tamés, ils étaient Tvulium. Alors on m'a dit, ouais, c'est pas grave, ils étaient Tvulium. Abaye bar Ravin, Verav Chanina bar Ravin, Damot Abayu Lidna, Torah est Tvulium. Oui, c'est vrai, la Torah, elle peut être donnée aussi à des Tvulium. Alors elle dit, je comprends pas. La Torah, elle a été donnée à des Tvulium ou alors elle aurait pu être donnée à des Tvulium. Yativ Marimar Vekamar, là les Hashmatata. Marimar, lui, il dit cet enseignement et on lui a posé la question tout de suite. On lui a demandé, Amar les Ravina, les Marimar, Ravina lui a demandé, Nitna Kamarta, est-ce que la Torah a vraiment été donnée à des Tvulium? Ça veut dire qu'ils se sont trempés uniquement le vendredi soir? Ou alors, ça aurait pu arriver une situation de Tvulium. C'est-à-dire qu'en réalité, les femmes, elles se trempaient même avant le vendredi soir, par exemple vendredi après-midi. Et après, donc, il y avait le coucher du soleil du vendredi soir qui faisait que celle qui n'allait pas revoir de Touma, qui n'allait pas repère de la semence du mari, donc eux allaient être finalement sortir du statut de Tvulium, puisqu'il allait avoir le RF Shemesh, il allait avoir le coucher du soleil. Mais potentiellement, c'est possible qu'ils étaient Tvulium. C'est-à-dire que si jamais la femme elle aurait continué à être polée tête après le coucher du soleil, ben oui, ben, ils auraient été encore une fois au mikvé et finalement ils auraient été Tvulium pour le moment du Matan Torah. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, ils ont été au mikvé déjà avant le coucher du soleil, parce que si jamais ils n'allaient plus revoir de semences, au moins qu'ils ne soient pas de Tvulium. C'est ce que nous dit l'agma ici. Nitna Kamarta ou Reuya Kamarta. L'agma te dit Amar les Reuya Kamina. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'était Raoui. La Torah a été Raoui à être donnée à des Tvulium. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est ce qui s'est passé finalement, parce que finalement, ça n'a pas été donné à des Tvulium, puisqu'elles se sont toutes trempées mi-Beodium le vendredi après-midi, et elles n'ont pas été pour les têtes.
et donc elles n'ont pas eu besoin de se retremper une deuxième fois à partir du moment où la nuit est arrivée. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas, d'après Rabbi Akiva, la Gemara reprend l'avis de Rabbi Akiva qui dit que la polétette, elle est metama pendant Chamesh Onot. La Gemara dit, velit belou bine shimche, velit kablu Torah, bine shimche. Donc, il aurait dû se tremper Belel Shabbat et recevoir la Torah Lel Shabbat. Donc, le fait que Akadosh Baruch Hu, il a attendu jusqu'au lendemain matin, ça veut bien dire que finalement, il y avait 6 Onot. Parce que sinon, d'après toi, Rabbi Akiva, à partir de la 5e Onot, c'est bon. Donc, pourquoi on n'a pas donné, Akadosh Baruch Hu n'a pas donné la Torah à ce moment-là? Rabbi Shlama, d'après Rabbi Ishmael, bah finalement, même jusqu'à 6 Onot, effectivement, ça peut aller jusqu'à 6 Onot. Donc là, je n'ai pas de question. Mais d'après Rabbi Akiva, lui qui dit que c'est 5 Onot précises, donc à partir du moment où arrive la nuit, ben, elles sont théorotes. Donc pourquoi elles n'ont pas été au mikvé ce soir-là? Akadosh Baruch Hu aurait dû donner la Torah le soir, le vendredi soir, et pas le Shabbat matin. La Gemara dit non. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas donner le soir, il ne voulait pas donner la Torah dans l'obscurité. Amar Rabbi Tzrak, l'homme est roche baseter dibarti. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas que le premier dévoilement qu'il allait se dévoiler au Ham Israël se fasse en obscurité. L'homme est roche, c'est-à-dire que le premier dévoilement que je fais avec le rishon des dévoilements que je fais au Israël, je ne veux pas le faire baseter. Alors, Agma dit, je ne comprends pas. Alors, ils ont qu'à aller au mikvé le lendemain matin. Vélu de Velou Betsafra. Ils ont qu'à aller au mikvé le lendemain matin. Betsafra des Shabta. Vélu de Torah Betsafra des Shabta. Et recevoir la Torah le Shabbat matin, d'après ça. Alors, Agma, elle te dit, Amara Yitzhak, Shelo Yu Alelu Olchin Lekabel Torah, Ve'alelu Olchin Ledvila. Vous ne voulez pas qu'il arrive une situation où le Shabbat matin, certaines personnes avaient besoin d'aller au mikvé et certaines personnes pouvaient aller directement se diriger vers le matin de Torah. On voulait qu'ils soient tous Belev Echad, Vayechan Sham Am, Kulam Belev Echad, ils soient tous en même temps et qu'ils arrivent au matin de Torah tous en même temps et pas qu'il y ait une partie qui aille se tremper, une partie qui soit déjà prête, etc. Alors, moi, elle reprend, elle te dit. Elle nous rapporte cette fois-ci un autre avis pour le lien de la polétette. C'est l'avis de Chachamim. Amar Bichia Barabi Abba, Amar Biochanan Zoud, dit Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. Cet avis qu'on a vu, c'est l'avis de Rabbi Ishmael, l'avis de Rabbi Akiva, à savoir que ça suffisait 3 jours d'après Rabbi Ishmael, même s'il n'y avait pas 6 onotes, ça pouvait même être que 4 onotes. D'après Rabbi Akiva, il fallait qu'il y ait 5 onotes, mais il y a un autre avis qui est l'avis de Chachamim qui dit que non, d'Afka, 6 onotes. Aval Chachamim Omrim, Shesh onot shlemot bainan. On a besoin de 7 onot shlemot. Alors, on a besoin de 6 onot shlemot, Mechila, de 6 onot shlemot. Alors, moi, elle continue, elle te dit. Voilà, ça c'est l'avis de Rabbi de Chachamim. Très bien, la Gemara reprend, elle te dit une autre halakha par rapport à la polétette. Amar Afrizda machloket chez Pirsha Minaïcha. C'est seulement quand le zera il tombe et il sort de la femme. Par contre, Pirsha Minaïch, si le zera il sort de l'homme, alors là, Tmea Kolzman Shilacha. Le zera il est tamé tant que c'est encore humide. Alors, il explique Rashi que là, on parle d'un zéra, on parle bien entendu pas d'un homme qui est en train d'avoir un écoulement, parce qu'un homme qui a un écoulement, c'est pas juste que quand il a un écoulement, il est tamé, ça c'est le Balkiri classique. Mais ce qu'on est en train de dire ici, c'est que si jamais il y a du zéra qui n'a pas été dans le corps de la femme, et qui est tombé sur un vêtement, directement du mari sur un vêtement, par exemple, et qu'il a été mis dans des conditions telles que même après 5-6 jours, le zéra il est encore humide sur le vêtement, ça peut être possible si jamais tu le mets dans des conditions, je sais pas, au frigo, je sais pas quoi. En tout cas, ce zéra-là, il peut rester potentiellement fécondable, même plus que 3 jours. Et tant que c'est lard, tant que c'est liquide, et ben, enfin, ça a encore cette humidité-là, tant que c'est liquide, et ben, ce sera tamé. Et donc, il n'y aura pas cette restriction-là de 3 jours. La restriction de 3 jours, elle est seulement quand le zéra il est rentré dans le corps de la femme. Maintenant, la Gemara, elle te pose une question tout de suite, elle te dit Metiv Rav Sheshet. Pourtant, il y a marqué Vechol Beged, Vechol Or, Asher Yalav, Shirvat Zera. Il y a marqué que tout Beged, toute peau sur lequel il y a un Shirvat Zera, Prat le Shirvat Zera Shisrucha. Ça vient exclure un Shirvat Zera qui a pourri. Donc, on parle de quoi là-bas? N'est-ce pas qu'on est en train de parler d'un Shirvat Zera qui est sorti de l'homme? Maïlav Pirsham Minaïch. Donc, on voit que quand il est sorti de l'homme, le Zera, il peut être liquide et être déjà pourri. Et moi, je dis non, on parle ici d'un zéra, l'eau, chez Pirsha Minaïcha. On parle d'un zéra
qui est sorti du corps de la femme. Un zera qui est sorti du corps de la femme, effectivement, même s'il est humide, il peut être problématique et ne pas être fécondable. Très bien. Maintenant, Agma va se poser une question sur le lien de Plita Shirvadzera. C'est une Agma qu'on avait déjà vu dans Nida, si je ne me trompe pas. Alors, ouais, c'est ça, dans Nida. Bayer Rav Papa. Rav Papa, il se pose la question. Mais Shirvadzera, ouais. Shmuel, est-ce qu'il y a une quantité de un volume, enfin une quantité où c'est Non. une goutte, Une goutte Tipa, qui Khardal, même un petit peu, si je ne me trompe pas, dans le Shirvadzera, il n'y a pas de quantité. Il n'y a ok, pas de donc quantité. il n'y C'est a pas même de pas tuyau Tipa. quoi. Il n'y a pas de Ok. tuyau. D'accord. Donc là, maintenant, on te dit, l'Agma va se poser une question, parce que là, on est en train de dire ici que c'est seulement le zéra à partir du moment où il est rentré dans le corps de la femme. Donc l'Agma va se poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre le fait que le zéra soit rentré dans le corps d'une femme juive ou une femme goya? Est-ce qu'il y a une différence entre la nature du juif et la nature du goy? Là, l'Agma elle va expliquer pourquoi il y aurait une différence, elle explique tout de suite. Baïraf Papa, Shirva Zera Shel Israël Bimae Koutit, dans les entrailles d'une Koutit, donc dans une goya en fait, on va dire ici. Maou, quel est son statut? Est-ce que ça va pourrir au bout de 3 jours comme une Israël? Ou alors, même si elle était pour les têtes après 3 jours, ben, finalement, ça restera encore fécondable. Mais Pourquoi? Rila, Ouais, ouais, ouais. j'ai une question. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'en fout pour une Goya 2 jours, 3 jours, un jour? De toute façon, elles sont hautes à vie. Alors, c'est vrai qu'elles Ouais, sont dans ta vie, mais tu as raison que la Goya elle-même, on la considère comme Tméa. Mais imaginons ce Zera-là, il est bah, sorti de la Goya. Ce Zera-là, il est sorti de la Goya. Et que après, tu veux savoir, est-ce que ce Zera, il est encore considéré comme Shirvat Zera? Et si jamais il y a de la Trouma qui va le toucher, ce Zera, est-ce que ça va rendre impur ou pas? On a besoin de savoir aussi. Nous, on nous dit que pour la femme, la Bat Israël, indépendamment de la Touma qu'on va donner à la femme, le Zera lui-même, il est considéré pendant 3 jours comme étant encore tamé. Et après 3 jours, il n'est plus tamé. Ça veut dire que si jamais une femme, elle va perdre ce zéra-là, et que le zéra, il va être encore humide, il va tomber sur un vêtement ou sur une surface, et qu'après, il y a une trouma qui va le toucher, ce zéra-là, bah, ça voudrait dire que la touma, si jamais il y a eu moins de 3 jours, bah, la trouma, elle va être tméa. Si jamais il y a eu plus que 3 jours, la trouma, elle va être théora. Là, on te ouais, mais pose la goya. ouais, je comprends, mais vu qu'on a considéré que les Khamim ont fait une zéra, de dire que toutes les goyotes, elles sont tméotes, à chaque fois sur toutes les liquides, la question ne se pose même pas. Je sais pas, je comprends pas. On a vu que dans Meraglaim, dans Rock, euh, à n'importe quel, à chaque fois qu'il y a un liquide qui sort d'une Goya, elle est tméa. Donc, Vadaï, déjà, donc déjà, 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 à la limite, je dirais même un calvaire romer, quoi. C'est à plus forte non, raison alors, qu'un déjà, Zera. t'as raison, dans ta question, tu as raison, mais non, le truc, c'est que ce lien-là que la Goya est ce n'est pas une halakha d'oraita, c'est une halakha des Rabanan. Hmm. C'est une halakha des Rabanan. Les Chachamim ont fixé que la Goya, on l'a considérée comme tméa depuis sa naissance. Maintenant, là, hein, et en plus le fait qu'on va considérer la Goya comme tméa depuis sa naissance, ça ne veut pas dire que le Zera qui va sortir d'elle va être forcément aussi tamé. Parce que là, c'est le Zera du mari. Si on considère que le Zera, il a moisi, bah, finalement, c'est du moisi, Ouais, c'est je c'est comprends. Ouais. pas rien du tout. D'accord. Donc là, maintenant, maintenant, la Gemara va expliquer maintenant quelle différence entre une Goya et une juive à la base. Quelle différence entre une Goya et une juive? La Gemara te dit que Israël, des Daïgé mitzvot, Chavil Goufayu. Vu que les Israël, eux, ils ont ce tracas-là de bien vouloir faire les mitzvot et de respecter la Torah. Donc, eux, ils sont à l'intérieur d'eux, ils sont chauds. Et vu qu'ils sont chauds à l'intérieur d'eux, le fait qu'ils ont cette préoccupation et ce tracas sans arrêt de vouloir faire les mitzvot, ça fait que leur corps, il a cette nature-là de pouvoir, avec la chaleur du corps, rendre moisi le zéra au bout de 3 jours. Mais par contre, les goïms, eux, qui eux sont cool la vie, ils ne se prennent pas la tête, d'accord? Et ben eux, peut-être que non, peut-être qu'il n'y aura pas cette particularité-là. Akoum, des lodaïg et mitzvot qui eux n'ont pas peur des mitzvot. Donc eux, donc leur bouffe, eux, ne va pas être mechamem, ne va pas chauffer le zera, et donc il ne va pas avoir ce problème-là. Ou alors, au Dilma, il dit non, kevan de ochlim shkatim ou matzim, chavi goufayou, puisque eux, ils mangent des shkatim, des rmassim, ils mangent des lézards et des escargots et des horreurs. D'accord. Donc pourquoi donc pour cette raison-là, eux, leur corps, il peut aussi se chauffer et abîmer le zéra. Donc là, c'est ça les deux azims que la Gemara se pose. Est-ce qu'on va dire que les Juifs, leur gouffre, il est plus mechamem
par rapport au fait qu'ils ont cette daaga de la mitzvah, ou alors on va dire que non. C'est vrai que par rapport à la daaga de la mitzvah, ils ont leur gouffre qui est plus mechamem, mais d'un autre côté, les goïms, ils ont aussi leur gouffre qui va se chauffer à cause des shkatim ou massim qu'ils mangent. Alors moi, elle ne donne pas de réponse sur ça, mais elle va proposer. Elle va dire, et si tu veux me dire, Vintim Tselomar, que Kevan d'Achle shkatim ou massim chavil goufayu, que le fait qu'ils mangent des reptiles, ça fait que leur corps, il va aussi être chaud pour abîmer le zera. Alors là, on se pose la question, Bima et Behema. Alors du shirvat zera dans Israël, dans le ventre d'une Behema. Donc on parle soit quelqu'un qui a fait un issour, ou l'Omishane commence à arriver, ça peut arriver des choses pareilles. Mais en tout cas, un shirvat zera dans Israël qui est arrivé dans le ventre d'une Behema, est-ce qu'on va dire qu'au bout de 3 jours aussi, c'est Tahor, ou alors dans la Behema, il n'y a pas cette chose-là. Alors, Bima et Behema Maou. Est-ce qu'on va dire que Isha, la femme de Hitla Prosdor, qui elle a un couloir, ça veut dire quoi un couloir? Ça veut dire qu'en réalité, à la différence de la BMA, on a déjà parlé de ça une fois dans Bechorot, si je ne me trompe pas, à la différence de la femme, la BMA, elle n'a pas de prosdor. Ça veut dire qu'en réalité, il y a directement l'emplacement, le rechem, c'est-à-dire la matrice dans laquelle l'enfant se forme. Et puis c'est tout. Il y a pas en fait, c'est pas comme la femme où il y a une poche dans laquelle l'enfant se forme. Et après, il y a un petit couloir que l'enfant doit traverser pour arriver à sortir et pour rejoindre, pour sortir les Avira Olam. C'est-à-dire que dans la BMA, il n'y a pas ça. Apparemment, c'est cette poche-là qui est directement là, et puis directement, bim, tu ouvres et le vlad il sort. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de pros d'or. D'accord? Donc la Gemara, elle se pose la question à partir du moment où dans la BMA, il n'y a pas ce pros d'or. Donc peut-être que c'est ça qui entraîne le fait que le Zera, il va être renfermé à un endroit et il va moisir. Mais dans la BMA, il n'y a pas de ça. Peut-être que la BMA, elle ne va pas faire moisir le Zera. Et donc le Zera, même après 10 jours, hein, le Zera d'un homme qui est dans le ventre d'une BMA, même après 10 jours, c'est possible qu'il va rester et qu'il va être tamé. Alors ça, la Gemara, elle te dit, t'es cool. Parce que je reprends dans les mots. Isha de la prosdor masrachat aval bema de la prosdor, peut-être que la femme la bema, vu qu'elle n'a pas de prosdor, elle n'a pas ce petit couloir, donc l'eau, le zéra qui est dans son ventre ne va pas se chauffer, il ne va pas pourrir. On dit mal, peut-être qu'il n'y a pas de différence et que finalement au bout de 3 jours le zéra il pourrit. Elle dit tekou, elle ne donne pas de solution sur ça, elle dit tekou. Très bien. Maintenant la Gemara, elle va un nouveau sujet, enfin un nouveau sujet toujours en rapport avec ce qu'on avait vu avant. Cette fois-ci, on va rentrer doucement dans le Inyan de Matan Torah. Donc, même si on avait déjà commencé à en parler un petit peu, mais là, on va voir quand est-ce que la Torah a été donnée. Quand est-ce que la Torah a été donnée? Donc, hier, on a fait Shavuot. Maintenant, là, on va voir le sujet de Matan Torah. Tanoura Banan. Beshisha bachodesh nitna aseret adibrot le Israël. Rabbi Yossi Omer beshiva abo. La Braïta nous dit que d'après Chachamim, la Torah a été donnée au Bnei Israël le 6 Sivan. D'après Rabbi aussi, la Torah a été donnée au Bnei Israël le 7 Sivan. Donc il y a une grande marloquette entre Chachamim et Rabbi aussi. Quel jour la Torah a été donnée? Est-ce qu'elle a été donnée le 6 Sivan ou le 7 Sivan? La Gemara continue, elle te dit, Amarava. Rava, il t'explique, il te dit, Dekoule Alma, Berosh Chodesh, Atou, les Midbar Sinai. Donc on va voir qu'il y a quelques faits qui sont Vadaï acceptés de tout le monde et sur lesquels il n'y a pas de discussion. Par exemple, le premier fait est que c'est Rosh Chodesh Sivan que les Bnei Israël sont arrivés au Har Sinai. Ça, c'est d'après tout le monde. Mais Rosh Chodesh Atou, les Midbar Sinai. D'où on sait ça? Parce qu'il y a marqué Kshivacha Bayom Hazeh Baou Midbar Sinai. Ce qu'on a lu Bayom Hazeh Baou Midbar Sinai. Et c'est quoi Hazeh Urtivata? Il y a marqué Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. C'est quoi? Donc on dit de la même façon qu'on a marqué le mot Hazeh dans le deuxième passage, c'était Rosh Chodesh. Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Pareil, le Bayom Hazeh, c'est aussi Rosh Chodesh. Malelan, Rosh Chodesh. Afkan, Rosh Chodesh. Ça, c'est la première chose qui est acceptée de tout le monde. Deuxième chose qui est acceptée de tout le monde, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que Matan Torah, c'était Shabbat. Vedekulama, Beshabbat, Nidna Torah l'Israël. La Torah a été donnée Shabbat. Alors, le Maharal, il explique que le Shabbat, c'est un jour qui est en dehors qui est le surnaturel, la dimension du surnaturel. Pareil, on voulait que la Torah elle soit dans cette dimension-là. Bon, bref, c'est-à-dire que la Torah, quand il voulait que la Torah soit donnée le Shabbat. Maintenant, si ça a été donné Shabbat, on n'a qu'à faire le compte. Alors, comment tu fais le compte? Parce qu'on sait que le 10, c'était Shabbat Agadol. Mais non, là, je suis en train de parler de Rosh Chodesh Sivan. Oui, j'ai bien compris. On fait le compte à partir de Shabbat Agadol de... Ah oui, mais comment tu sais les mois si c'était Chasser ou Malé?
Ah, d'accord, j'ai compris. Je ne sais pas si Est-ce il que était ce chasser ou cette année, malais. ce Nissan-là, il était Khasser ou il était Malais? Voilà, exactement. Non, Et avec le Homer, on ne peut pas savoir ou il ne comptait pas encore le Homer? Il comptait, même s'il comptait le Homer, tu ne pouvais pas savoir. Tu ne pouvais pas savoir parce que c'est pas marqué de manière sûre que le don de la Torah il était le 50e jour et pas le 51e jour. Tu ne sais pas ça. Il y a marqué que tu dois compter le Homer 50 jours. Alors c'est vrai que nous, on dit que le Homer 50 jours, ça tombe pile après entre Pessah et Shavuot. Mais qui nous dit que le Homer, tu comptais pas 50 jours et puis après le matin de Torah, tu le faisais le lendemain. Et en plus, comme on va voir juste après en réalité, il va aussi y avoir une autre information, c'est que Moshe Rabbeinu il a rajouté un jour. Moshe d'accord. Rabbeinu il a rajouté un jour. Ça va être aussi une information qui va être importante. Donc peut-être ça peut un petit peu répondre à ta question, c'est que finalement, même si le Homer 50 jours, mais finalement Moshe Rabbeinu il a rajouté un jour après. Donc on verra cette information-là plus tard. En tout cas, la Gemara, elle te dit que, ça c'est ce truc-là, on le verra demain. En tout cas, la Gemara, elle continue, elle te dit que ce qui est sûr, c'est que la Torah a été donnée Beshabbat. Dekulama Beshabbat nitna Torah à Israël. Alors d'où on sait ça? Parce qu'il y a marqué Ktivacha Zachor et Chom Hashabbat les Kadesho. Donc dans Matan Torah, il est marqué dans la Seret Dibrot le fait de la misère de Shabbat, Zachor et Chom Hashabbat les Kadesho. Il y a marqué dans l'Israël Mitzrayim, Vayomer Moshe Elam, Zachor et Ayom Hazeh, Asher Yetzatem Mitzrayim, etc. Donc il y a marqué souviens-toi de ce jour-là que tu es sorti d'Égypte. Donc en fait, quand Akadosh Baruch Hu, il leur dit souviens-toi du jour où tu es sorti d'Égypte, c'était quoi ce jour-là? C'était le jour de la sortie d'Égypte. Il leur a dit rappelle-toi du jour de la sortie d'Égypte, alors que tu te trouves le jour de la sortie d'Égypte. Donc pareil, quand Akadosh Baruch Hu a dit au peuple d'Israël souviens-toi du Shabbat, on parle d'un jour qui est Shabbat. Malelan Beitzu Moshel Yom, c'était le jour même. Afkan, pareil, quand il leur dit dans Matan Torah souviens-toi du jour du Shabbat, c'était le jour même. Beitzu Moshel Yom, c'est-à-dire que c'était un jour de Shabbat. Donc, c'est quoi la marloquette qui est entre Rabbi Yossi et Chachamim, nous dit la Gemara, qui pligue Bekviya de Yarcha. Leur marloquette, elle est pour savoir quel jour c'était Rosh Chodesh durant la semaine. D'après Rabbi Yossi, Savar, Bechad, Beshaba, Ikba, Yarcha. Le Rosh Chodesh, il était dimanche. D'accord? Rosh Chodesh, il était dimanche. Donc, vu que Rosh Chodesh, il était dimanche, ou Bechad, Beshaba, Lo Amar Leu Velomide. Donc, c'est comme ce qu'on a vu cette année en réalité, d'après Rabbi Yossi. Parce que Rosh Chodesh, il était dimanche. Et le Yom Rishon, enfin le Bechad Beshaba, le premier jour quand ils sont arrivés dans le Midbar Sinai, il n'aura rien dit à cause du Torah, à cause du Tira, Chulcha Deucha, Lo Amar Leuvlomide, Mishum Chulcha Deucha, à cause de la fatigue du chemin. Donc il y en a qui expliquent que c'est la fatigue du chemin par rapport à Moshe Rabbeinu, il y en a qui expliquent par rapport à Obné Israël. Mais en tout cas, le fait est, c'est qu'à cause de la fatigue du chemin, il n'y a pas eu aucune annonce qui a été faite le jour de Rosh Chodesh, le jour où ils sont arrivés au Har Sinai. Et après, Bitre Beshaba, le Sheni Beshabat, Moshe, ou pas, Moshe, il est monté au Har Sinai. Donc, il s'est levé le matin tôt pour aller monter au Har Sinai. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit les choses qu'il devait dire au Bnei Israël. Et le jour même, le matin même, donc directement, il est redescendu. Et il leur a dit, au nom d'Hachem, toutes les choses que Vatem Tziuli Mamlechet Kohanim, etc. Ve'amar Leu Vatem Tziuli Mamlechet Kohanim. Après, Betlata, le troisième jour, ce qui s'est passé, donc c'était déjà, on était mardi. Betlata, Moshe Rabbeinu, il est remonté pour dire à Hachem que le Ham, il avait dit Natsé Nishma et tout ça, que le Ham, il avait dit Kohacher Diber Hachem Naasé. Et après, il leur a donné tout de suite la mitzvah de Akbala, c'est-à-dire le fait de ne plus s'approcher de la montagne. Et Be'arba'a, et donc le Yom Révi, c'est-à-dire le mercredi, il leur a dit à vous de Prisha, il leur a dit de faire la Prisha. Donc, c'est-à-dire que de faire la misère de Prisha, de séparer de leur femme. Donc, ça correspond bien avec ce qu'on avait dit juste avant avec Rabbi aussi, à savoir qu'il y avait donc le Yom Revi, Yom Chamishi, Yom Shishi, donc 3 jours, ça veut dire 3 jours de Prisha et la Torah était donnée Shabbat. Ça, c'est la vie de Rabbi aussi. Donc, Rosh Chodesh était Yom Rishon. Yom Rishon, il n'y a rien eu. Deuxième jour, Moshe il est monté. Après, il est redescendu. Il leur a dit ce que Akadosh Baruch Hu il a dit. Après, le troisième jour, il est remonté. Mitzvah Akbala, Mitzvah Prisha, voilà. Rabbanan, c'est vrai, eux, ils pensent que non. Que Rosh Chodesh, c'était pas lundi, c'était pas dimanche, c'était pas Yom Rishon. Rosh Chodesh, c'était lundi, c'était Bitre Beshaba. Rosh Chodesh a été fixé lundi. Et donc, vu qu'il a été fixé Bitre Beshaba, il n'y a rien eu ce jour-là. Le Hamar Leuvomide, il n'a rien dit. Donc, encore une fois, à cause du problème du chemin. Et Bitlata, c'était le troisième jour qu'il leur a dit Vatem Tziuli, Vamerleu, Vatem Tziuli, Mamrechet Kohanim, tout ça. Be'arba, Amarleu, Mitzvah Akbala.
Et Bechamisha, il leur a dit Amidat Prisha. Donc ça va correspondre bien à l'avis de Rabbanan qui avait dit que c'était 2 jours. On verra. Très bien, voilà, donc on va s'arrêter sur ça. Donc, finalement, voilà, donc là pour l'instant, on va s'arrêter sur ça. Agma va continuer entre la Marloquem entre Rabbi Yossi et Chachamim. Donc là, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est que d'après Rabbi Yossi, la Torah a été donnée Beyom Zayin. D'après le Zayin Sivan, ça veut dire que ce Shabbat, là, comme ce qu'on a passé aujourd'hui. Alors que d'après Rabbanan, la Torah, même si c'est vrai qu'elle a été donnée Shabbat, mais c'était le Vav Sivan, le 6 Sivan. Et donc ça dépend quel jour c'était Rosh Chodesh. Leur discussion a été quand est-ce que c'était Rosh Chodesh. D'après Tanakama, enfin d'après Rabbi aussi plutôt, Rosh Chodesh c'était Biyom Rishon, tandis que d'après Chachamim, Rosh Chodesh c'était Biyom Sheni. Chanakovaro, donc demain on continue, on enchaîne avec. Et par rapport à ça, on ne peut jamais avoir ça avec une